Bien, merci d'être resté avec nous pour un petit changement de plateau. Alors j'ai pris un peu de temps tout à l'heure parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet échange. Au début de cette séquence sur l'urgence de l'action et les villes comme solution, on a pu entendre chacun des maires. Donc on ne va pas réécouter chacun des maires nous redire ce qui a été dit. Vous retrouverez les replays et c'était tout à fait passionnant d'avoir vos expériences locales. Et là, on voudrait, après avoir parlé donc de l'énergie, des réseaux d'énergie et de la logistique urbaine, entendre deux autres acteurs qui vont pouvoir dialoguer avec les maires. J'accueille donc avec nous Olivier Vignol, le directeur général d'ICAD. On va parler évidemment avec lui de logement et d'immobilier. Et Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement. On en a un petit peu parlé tout à l'heure sur l'accompagnement des collectivités. On va peut-être commencer avec vous, Olivier Vignol. ICAD, donc... Vous pouvez nous rappeler, mais vous êtes évidemment un acteur clé du logement, et pas seulement, d'ailleurs, vous êtes également dans les sujets de santé, du vieillissement de la population, avec des solutions évidemment de services. Est-ce que vous, le zéro carbone, au-delà de l'accord de Paris, si vous vous projetez finalement dans les solutions auxquelles vous réfléchissez pour aider les villes, le logement étant une des sources importantes, on l'a dit tout à l'heure, de la pollution et notamment des émissions de CO2 à cause du chauffage. Quelles sont les solutions à laquelle vous réfléchissez pour transformer le logement et on voit bien qu'un certain nombre de transformations sont en cours avec des nouvelles normes beaucoup plus, j'allais dire, zéro carbone compatibles. Juste pour ceux qui ne savent pas, l'immobilier, c'est 27% des émissions carbone à peu près en France. Donc on est l'un des, en termes de secteur, le deuxième secteur émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même, au-delà de ce chiffre, un secteur qui, je crois, est assez, vraiment choqué ce que je veux dire, mais assez vertueux. Souvenir que l'histoire pour l'immobilier, elle a démarré avec le Grenelle de l'environnement. Donc bien avant l'accord de Paris, il n'était pas forcément sorti grand-chose du Grenelle de l'environnement, sauf le plan bâtiment, et le secteur s'était pris en main un peu tout seul, sous la houlette de Philippe Pelletier, pour ceux qui le connaissent. Et donc, c'est un secteur qui avait déjà largement entamé des réflexions sur le sujet. Alors, nous, pour ICAD, on a démarré dès 2015, pas pour parler de nous, mais on s'est fixé un objectif qui est très cohérent, évidemment, avec la stratégie nationale bas carbone, de réduire nos émissions de CO2 de 45% à horizon 2025 sur 10 ans. Alors on est à 27% à fin 2019. On va être très aidé malheureusement par l'année 2020 parce que, paradoxal à dire, mais la décroissance de l'activité fait qu'on va émettre moins en 2020. Donc on est parfaitement en ligne avec la trajectoire de 1,5 degré et zéro émission de carbone en 2050. On a des tas de réglementations qui se mettent en place sur le tertiaire, sur le logement. La réglementation environnementale 2020 va sortir donc cette année. Et donc, on a essayé de l'anticiper. Moi, je vais vous donner un chiffre, je ne sais pas si vous parlez. On émet 270 000 tonnes équivalent CO2 chez ICAD. Et nous, si je devais résumer notre stratégie, on a mis un acronyme derrière. C'est MERCI, mesurer, éviter, réduire, compenser chez ICAD. Parce que la première étape, c'est compliqué. Mesurer pour arriver à donner un chiffre à peu près fiable de 270 000 tonnes équivalent CO2 pour une société comme nous. C'est beaucoup de travail pour arriver à mesurer, avoir des chiffres fiables. Ça coûte, ne serait-ce que de mesurer, ça coûte déjà beaucoup d'argent. Et puis alors après, évidemment, on essaye d'éviter. Et là, c'est vrai qu'on rencontre évidemment le sujet des collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, pour faire des bâtiments vertueux, c'est les nouvelles labellisations comme précurseurs de la nouvelle réglementation environnementale, les E+, c'est moins, bâtiments énergie positive et moins de carbone. Ces bâtiments un peu emblématiques, ils n'ont été possibles. Nous, on en a fait un certain nombre. Alors, à Nantes, à Toulouse, à Nice, on espère bientôt. On est candidat en tout cas à Paris. Mais ils n'ont été possibles que parce qu'il y a eu des aménageurs publics qui ont accepté de porter ces initiatives, pour faire simple, pour notre métier, en acceptant de mettre des fonciers à disposition dans des conditions économiques qui les ont permis. Ça a été la Samoa, ça a été PIA, ça a été la CEMAPA. S'il n'y avait pas eu ces initiatives des aménageurs publics, ces bâtiments n'auraient pas pu se faire. Pourquoi? Parce que, objectivement, ces bâtiments, on appelle, alors nous, on fait 3C2, ça c'est à peu près la Rolls, ça coûte 30% de plus à construire qu'un bâtiment dit classique ou normal, et on ne peut les faire que si... alors ça coûte 30% de plus et on ne les vend pas plus cher. C'est le paradoxe, c'est que, sans des élus, on dit qu'il y avait une prise de conscience de la population, certes, mais puis qui ne va pas...
jusqu'à pouvoir accepter de payer le logement qui est déjà cher. Et c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise. Les locataires veulent des bâtiments sur le plan environnemental qui soient exemplaires, mais ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Donc à un moment, la variable d'ajustement, comme on dit dans notre métier, c'est le foncier. Et tout ce qui a pu se faire en France aujourd'hui, bien sûr, c'est les initiatives des élus qui ont pris des décisions politiques de dire sur le foncier qu'ils maîtrisaient vers les sociétés d'aménagement, on impose on demande des règles sur les cahiers des charges, des consultations, et on accepte de mettre des fonciers à disposition de manière entière, ce qu'on fait sur l'île de Nantes, ce qu'on fait à la cartoucherie, ce que j'espère peut-être on fera sur Méridia, ce qu'on fait quartier Brunzeau à Paris. Ça n'est possible, encore une fois, que parce que derrière, il y a eu un aménageur. Donc ce que je crois est important pour accélérer, c'est que ce qui est l'exception aujourd'hui, où les exemplaires deviennent la norme pour tous, pour que tout le monde joue avec les mêmes règles. Et ça, c'est évidemment la problématique de la nouvelle réglementation environnementale 2020 qui discute, qui va sortir, qui a été retardée par la crise, mais pour que tout le monde joue avec les mêmes règles et tout le monde joue avec une règle qui vise à l'excellence. Vous parliez de mesurer la nouvelle réglementation 2020, dont on parle beaucoup en ce moment. Effectivement, elle va permettre, est-ce qu'on peut évaluer l'impact qu'elle pourrait avoir sur la réduction des émissions ? Oui, on va devoir en plus, alors par exemple sur le tertiaire, non pas sur le logement, on va tous devoir déclarer dans une grande base de données, je dirais, l'état de départ, l'état d'arrivée, nos émissions carbone, avec un principe de name and shame si on le fait pas. Mais je vous assure, j'entendais monsieur le maire qui parlait de ces 2 millions de mètres carrés de ce vin. Quand les collectivités vont devoir aussi, c'est comme pour les entreprises, savoir finalement combien on émet de gaz à effet de serre sur un patrimoine, c'est extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs, c'est un des enjeux, c'est d'arriver à simplifier, former les gens, faire de la pédagogie sur des sujets très compliqués. Avant qu'on démarre, je me disais à mon voisin de droite que les fiches pédagogiques de l'ADEME, pour ça, c'est essentiel, parce que c'est des sujets très, très, très compliqués. Enfin, je ne veux pas compliquer le débat, mais expliquer à quelqu'un qui n'est pas ingénieur chimiste ce que c'est qu'un béton bas carbone, je vous assure que c'est extrêmement compliqué à comprendre, et tous ces sujets sont très compliqués. Est-ce qu'un matériau biosourcé a vraiment les vertus environnementales que vous décrit le fabricant ou celui qui vous le vend? C'est très compliqué, et je pense que c'est l'un des enjeux, la formation et la compréhension par l'ensemble des parties prenantes de ces sujets qui sont objectivement assez complexes. Merci. On en parle dans l'autre salle si vous suivez, mais restez avec nous quand même parce que c'est passionnant. Arnaud Leroy, alors on a cité plusieurs fois l'ADEME. Peut-être peut-il être utile de rappeler le rôle de l'ADEME dans cette transition écologique, notamment dans la relation que vous avez avec les territoires et les collectivités locales. Et puis, quels sont alors vous pourriez parler pendant des heures de tous les sujets. Donc finalement, pour vous, sur l'accélération, quelles sont les priorités sur lesquelles les villes doivent agir ? Alors, bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous ce matin. Alors, peut-être un point de sémantique. L'ADEME, ce n'est pas une entreprise. Certes, on est un EPIC, mais on est aussi une agence publique. Donc, globalement, j'ai rien à vendre, mais j'ai beaucoup à donner. Alors, l'ADEME, c'est l'agence de la transition, et on travaille sur l'ensemble des champs de la transition, et en partenariat étroit avec l'ensemble des collectivités qui sont ici présentes et des groupes privés. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 éléments qui ont été évoqués dans la première partie de la table ronde. Un, l'accélération de 2015, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé qu'on a clos le débat du « mais c'est pas vrai, on n'est pas sûr ». Les accords de Paris, l'accord de Paris, c'est 95% de certitude sur l'impact humain des réchauffements climatiques. Le rapport du GIEC, c'est plus de quasiment 30% en plus de certitude scientifique par rapport à Copenhague. Donc ce qui irrigue de facto l'ensemble des corps constitués de la société, la population, les entreprises, les dirigeants politiques ou associatifs. C'est un élément important, c'est que vous ne pouvez plus discuter comme ça a été le cas pendant de trop nombreuses années par rapport à la réalité de l'impact humain sur les changements climatiques. L'accélération, c'est la métaphore des marches tout à l'heure d'Emmanuel Grégoire. Je pense qu'on sait tous glorifier la neutralité carbone qu'on va peut-être aujourd'hui adopter au niveau européen. La marche est très haute, Donc l'accélération, nous, c'est ce qu'on essaie de discuter avec l'ensemble des collectivités, voir ce qu'on peut expérimenter, parce que l'ADEME a aussi la chance d'être une boîte d'expérimentation pour voir ce qu'on peut faire plus vite, en plus grand, donc en partenariat avec des métropoles, et aussi, on n'en a pas parlé ce matin, des villes plus petites. Et on a, par exemple, nous, publié un guide à destination des candidats aux élections municipales, première fois que l'ADEME faisait ça.
35 000 téléchargements de ce guide. Donc ce qui montre, ce qui a été dit ce matin par plusieurs élus, une vraie appétence des élus et une vraie prise en considération. Donc du coup, il faut pouvoir répondre aussi à cette attente. Et là, on est en train de travailler avec les différents réseaux d'élus, que ce soit France Urbaine, l'Association des petites villes de France, l'AMF bien sûr, Région de France, pour aussi calibrer des outils qu'on a historiquement à l'ADEME à la maille de cette accélération. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. On a des budgets qui sont assez conséquents. Le plan de relance nous en donne encore plus et on essaiera de mettre à disposition des méthodologies. Je pense que c'est ça aussi l'important, la capacité de mesurer, des outils simplifiés, notamment pour le secteur économique. On y travaille fortement avec la BPI pour que les gens comprennent et commencent leur propre transition à des échelles au départ peut-être pas les plus, ambitieuses, mais en tout cas qu'elles se mettent dans le rail. Il y a encore beaucoup de collectivités qui n'y sont pas, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'y sont pas, et il faut qu'on puisse s'appuyer sur un réseau associatif. Tout à l'heure, Johanna Roland parlait du collectif et l'importance des citoyens. C'est les meilleurs ambassadeurs de changement qu'on doit opérer dans chaque étage de notre République. On l'a un peu vu, évidemment, la façon d'y arriver, ça a été dit, c'est à la fois une action globale et en même temps, le diable se cache dans tous les détails. Il faut aller regarder toutes les actions du quotidien. La ville, c'est le lieu du quotidien. Donc il y a les mobilités, on l'a dit, les transports, on peut jouer sur la voiture, il y a les bâtiments, les logements, on va y revenir, mais il y a également finalement toute l'organisation de la ville, les comportements individuels qui sont extrêmement importants, qu'il faut arriver à faire changer. Comment vous, à l'ADEME, vous voyez finalement dans cette globalité la petite lumière qui donne le chemin pour les 10 ans qui viennent? Si on doit se projeter finalement, la ville dans 10 ans, plus écologique, ça passe par quel changement? Écoutez, c'est pas à moi de le dire, hein. Je n'ai pas fait de programme pour les dernières élections, mais en tout cas, les éléments qu'on voit, c'est la question de la mobilité. Je pense que ça a été dit ce matin, c'est des postes conséquents en termes d'émissions. La problématique du logement, donc avec certainement une action beaucoup plus rapide sur les passoires thermiques où le coût de la tonne de carbone évité est le plus rentable. Et un autre élément important auquel nous on est très attachés à l'ADEME, c'est la question des déchets. Donc c'est pas lié au gaz à effet de serre strictement parlé, mais en tout cas c'est un élément important d'une ville résiliente, écologique, parce que souvent on voit aussi qu'on a des besoins d'équipements collectifs conséquents, chers, et qu'il faut fabriquer ces flux parfois pour rentabiliser des équipements. Donc tout le lien aussi avec la périphérie est important. Donc c'est vrai que la métropole est pour ça une taille, je crois, vraiment idoine. Et le deuxième point sur lequel on essaie de travailler, c'est le comportement des citoyens et des consommateurs, donc par le développement de nombreux affichages environnementaux. On est en train d'y travailler sur l'alimentaire, qui est aussi un poste climatique assez conséquent pour que les gens puissent avoir des informations sur le contenu carbone de leurs assiettes. C'est contenu dans la loi sur l'économie circulaire. On a essayé de travailler sur des expérimentations et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est la complexité de cette transition. Elle n'est pas simple, donc il faut pouvoir s'embarquer dans une direction, être en capacité parfois de bifurquer quand on ne va pas nécessairement dans le bon sens. Et là, sur l'affichage alimentaire, par exemple, on voit, pour donner et illustrer le propos de la complexité, que si on prend que la matrice carbone, eh ben vous faites l'impasse sur l'élevage extensif à la française au bénéfice des élevages intensifs localisés en dehors des frontières de notre État et souvent de l'Europe. Donc il faut qu'on soit aussi très vigilant face à ça, parce qu'il y a une autre donnée pour nous qui est importante, qui n'est pas dans le mandat strict de l'ADEME, c'est la question de la biodiversité. Donc on l'a dit tout à l'heure par rapport à des rafraîchissements des villes, cette problématique-là, elle est encore devant nous et il faut pouvoir l'articuler avec cette nécessaire accélération sur la lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup Arnaud Leroy. Alors peut-être je me tournerai vers les villes de nouveau, peut-être sur la question du logement, peut-être d'abord alors Emmanuel Grégoire et puis on va faire un petit tour de table. Pour Paris, effectivement, la question du logement, de la rénovation et de la construction de logements qui soient plus compatibles, ça représente quoi? Est-ce que c'est un chemin que vous allez pouvoir engager avec le plan de relance? Comment la ville peut y contribuer, encourager? C'est un élément tout à fait essentiel. Vous le rappeliez, c'est un contributeur très important à l'empreinte. Enfin, pour une raison évidente, c'est que c'est un sujet central des activités humaines. Depuis que l'homme a besoin d'un toit et de murs autour de lui, c'est une activité qui génère une empreinte évidemment importante. Parce que les comparaisons intersecteurs n'ont pas de sens, Ça correspond aussi à des besoins vitaux. Et donc, c'est en tout cas là que se trouvent les gisements
de progrès les plus spectaculaires. Et l'ADEME et ICAD sont deux acteurs qui montrent très bien l'un des chemins possibles. Il y a quand même un sous-jacent qu'on n'a pas évoqué depuis le début de la matinée et qu'il faut évoquer parce que vous l'avez rappelé, c'est le financement. Tout ça est très sympa, mais sans argent, il n'y a pas de transition parce que ça coûte plus Avec cher. une sous-question, c'est qui doit payer aussi. Mais tout le monde doit payer. De toute façon, à la fin des fins... Comment répartir? À la fin, voilà. Après, il y a des sujets d'égalité, il y a des sujets d'équité sur les modes de financement. Et j'ai redit tout à l'heure à quel point je pensais qu'il était extrêmement pervers de s'engager dans une individualisation du financement des externalités négatives. Pourquoi? Parce que c'est ségrégationniste et que je pense que le consentement, justement, à aller vers un chemin de sobriété sera beaucoup plus difficile à obtenir si ça passe par de la fiscalité individualisée. Mais donc il faut qu'il y ait du financement. Le retour sur investissement sera immense dans l'avenir. Mais enfin, à court terme, il faut trouver de l'argent. C'est le cas pour financer le surcoût, on va dire, de l'exemplarité, notamment en matière de logement, mais c'est le cas aussi sur le financement de mobilité décarbonée. Il y a un sujet dont on parlera tout à l'heure, il y a les emprunts verts. Aujourd'hui, l'argent est un peu magique, en tout cas pour le président de la République. Donc, est-ce que pour les villes aussi, on peut imaginer des leviers de cette nature? Alors, l'emprunt vert, je suis un peu sévère sur cette appellation parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marketing. Voilà, il y a beaucoup de marketing. En réalité, il s'agit de modalités de financement dans lesquelles on cible la dépense d'investissement sur des investissements en enjeu environnemental. Mais enfin, il revient que c'est un emprunt à la banque et que ce soit par émission obligataire ou par emprunt, à la fin des fins, il faut payer une somme avec des taux d'intérêt. Absolument, vous avez raison de le rappeler. Non, le sujet c'est vraiment combien on est capable de mobiliser pour financer l'urgence de la transition écologique, et notamment via le recours à des grands emprunts nationaux ou des emprunts européens. Les villes le font déjà beaucoup et on atteint la limite de l'exercice pour les collectivités, j'y reviens dans un instant. Et deuxièmement, la question tout à fait centrale, mais je ne la développerai pas ici, de comment on finance cette urgence environnementale en la mutualisant, en la partageant et pas en la faisant reposer sur un citoyen client uniquement. Mais je le dis parce que quand même c'est important, les villes qui ont été, les villes, les métropoles, les régions, les départements qui ont été si moteurs dans l'innovation en matière de transition énergétique et écologique au sens plus global, connaissent une situation financière extrêmement contrainte, pour ne pas dire catastrophique à cause de la crise Covid. Il n'est pas normal que l'État ne prenne pas des mesures destinées à restructurer l'autofinancement des collectivités territoriales, parce que sinon la conséquence sera simple, il n'y aura pas de financement de surcoût de transition énergétique dans le bâtiment parce que nous ne le pourrons plus, les volumes d'investissement dans les mobilités décarbonées vont s'effondrer, et donc c'est un sujet sociétal dont il faut que nous parlions. Il y a une crise Covid à l'échelle des États. Il faut que la dette Covid des collectivités remonte dans celle-ci, de la même façon que l'Union européenne devra traiter la question de l'amortissement de la dette Covid à l'échelle européenne, parce que sinon les États finiront par l'être impuissantés eux-mêmes, mais qu'on ne peut pas faire semblant de parler de transition écologique sans parler de son financement, et la question est absolument urgente. Christian Estrosi, peut-être à la fois là-dessus et sur la question du financement qui a été évoquée, comment est-ce qu'effectivement, à votre échelle, vous voyez l'impact? Est-ce que vous craignez d'être freiné par la crise Covid dans vos ambitions? Moi, je suis plutôt optimiste. Et j'ai plutôt le sentiment que ce qui se passe, même si personne ne peut douter que derrière, il va y avoir des conséquences économiques et sociales qui vont imposer à l'État et qui imposent déjà à l'État comme aux collectivités de prendre des mesures d'accompagnement pour essayer de traverser au mieux cette crise. En même temps, c'est un temps de prise de conscience qui peut nous permettre de faire très rapidement un formidable rebond. Moi, je dis toujours que ce qui est planifié, je suis anti-plan. Hein. Bon, je crois même avoir été un des ministres de l'aménagement du territoire qui a contribué à supprimer la DATAR. Parce que pendant des années, on a planifié à 30 ans des choses qu'on n'a jamais faites.
Je suis pour ce qu'on décide tout de suite et qu'on fait tout de suite, parce que sans ça, on ne fait jamais. Mais aujourd'hui, on a conscience de beaucoup de choses. Je reviens sur cet esprit de globalité. On ne peut pas dire que ce qui va régler le problème, c'est simplement de régler l'empreinte carbone énergétique des bâtiments, même si maintenant c'est une exigence et qu'au fond, je crois que tous les maires, quel que soit leur engagement partisan, l'imposent dans leur programme et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous avez un mauvais isolement, un logement mal isolé, c'est 80 km² de CO2 par an contre 5 pour un logement isolé. Donc on voit qu'il y a des parts de marché à conquérir. Mais ça fait des années qu'on le dit, mais oui, c'est très lent, c'est très long. C'est très long. Mais tout ça doit se faire sur plusieurs programmes. Sur les programmes de construction nouvelle, sur les programmes de rénovation de logements anciens, sur aussi la remise en cause fondamentale d'un certain nombre de quartiers des années 60-70 qui aujourd'hui doivent faire l'objet de démolition, reconstruction ou restructuration totale. Peut-être sur ce point d'ailleurs, Olivier Vignol, sur le parc social, comment est-ce que vous envisagez? Si je peux juste rajouter quelque chose. J'en suis à ma deuxième tranche de l'ANRU. Au total, on aura mis 800 millions d'euros en 12 ans, 800 millions d'euros pour démolir et reconstruire. 800 millions d'euros. Certains de mes concitoyens me disent, mais vous vous rendez compte ce que vous avez mis, vous ne pouviez pas faire mieux dans des beaux quartiers, etc. etc. J'ai dit non, parce que dans quelques années, on aura deux cités, deux populations qui se confronteront les unes aux autres si on ne casse pas tout de suite cet effet. Il y a ensuite le problème de toujours vouloir mettre le logement et le dortoir en quelque sorte d'un côté, l'activité de l'autre. Je crois que le modèle de faire de grandes surfaces commerciales à l'extérieur et à la périphérie des villes et les cités dortoirs de l'autre côté, c'est un modèle qui est révolu et fini. Il va falloir des années, certes, pour le résoudre, mais aujourd'hui, on doit revenir à la notion de village. Et ça, c'est la ville du quart d'heure. Moreno, c'est la ville du quart d'heure, où une ville doit être une addition de petits villages qui a chacun son modèle d'économie vertueuse qui fonctionne entre l'activité commerciale, le bien vivre, les bâtiments publics, les écoles, etc. etc. Et c'est comme cela, je pense qu'on réglera beaucoup de problèmes. Deux derniers sujets, le verdissement là-dedans. Parce que est-ce qu'on doit considérer que la surface occupée aujourd'hui au sol par l'ensemble des bâtiments, qu'ils soient existants ou ceux à venir, doit continuer à imperméabiliser les sols, contribuer donc dans une ville, dans les périodes caniculaires, à apporter 2 degrés ou 3 degrés de plus, alors qu'on pourrait faire baisser en faisant plus de pluie, de fraîcheur dans ces périodes-là, et pendant les périodes d'intempéries, au contraire, à avoir des sols qui absorbent plus. Je crois que c'est une exigence, en tout cas chez nous, c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui sur le pôle multimodal de l'aéroport international de Nice, où il y a une grande zone d'affaires. On est en train de passer de 4 hectares de pleine terre à 17 hectares de pleine terre, c'est-à-dire on augmente de près de 40% les surfaces de pleine terre à cet endroit, pourtant en apportant plus de logements et mieux de logements. Donc voilà, c'est possible. Tout ça est un tout et c'est possible. Et enfin, sur les financements, parce que je rejoins bien évidemment ce que tu disais il y a quelques instants, je crois qu'il faut mieux identifier aussi les ressources des métropoles et des villes. Incontestablement, aujourd'hui, nous sommes le premier décideur dans ces domaines, même le seul, de la gestion du foncier.
ça veut dire que toutes les recettes foncières fiscales qui existent dans notre pays et qui sont réparties en je ne sais combien de collectivités, d'établissements publics, voire l'État, doivent être concentrées désormais vers ceux qui ont à gérer l'aménagement du territoire et la gestion du foncier. Et que c'est comme cela que nous trouverons les justes équilibres pour pouvoir financer les programmes à venir. Merci. Peut-être un mot, Olivier Vignol, là-dessus, à la fois sur le parc social, sur la gestion du foncier. Comment vous voyez la chose ? Le parc social, je crois, alors, je parle notamment de nos cousins germains du groupe Caisse des dépôts, c'est assez vertueux sur le plan énergétique, et ils ont la chance aussi d'avoir accès à des financements, fameux financement du livret A, très longs, très bonifiés, qui leur permettent, au-delà de leur conscience sociétale, de financer ça. Il a été évoqué le sujet de l'ANRU, un sujet qui va encore très au-delà du sujet de la transition énergétique en visa carbone. Là, c'est la cohésion sociale et j'espère que l'ANRU trouvera les moyens de son financement, parce que les sujets ne manquent pas. Nous, ICAD, on est très présents en Seine-Saint-Denis, donc c'est un sujet qui nous touche de très près. Et alors là, les besoins de financement sont encore plus compliqués à matcher, pour prendre un terme anglo-saxon, que sur les sujets de transition environnementale, parce que là, il y a objectivement de la destruction massive d'actifs pour reconstruire moins, mieux, plus cohérent, et l'équation économique, elle est très très compliquée sur ces Et en quartiers. végétalisant. Arnaud Leroy, peut-être sur un mot sur cette stratégie des villes qui vont essayer d'éviter d'être à la fois des passoires thermiques et puis de s'adapter au réchauffement, parce qu'il aura lieu, on le voit déjà, là, on vient de vivre l'année la plus chaude en France en 2020. Bah, écoutez, je vais répondre aussi sur la question du financement, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que, il faut quand même une fiscalité. Donc on a un instrument qui s'appelle la taxe carbone. 2, que cet instrument doit être reversé, et pas simplement dans les caisses du budget général de Voilà, l'État. il faut le faire en redonnant Donc, l'argent, sinon on n'aura jamais la boîte à outils. On sait ce qu'il faut faire, on sait que ça va coûter cher. Les Français ont compris que ça allait coûter cher. Ils ont compris ça. Et ils ont compris que c'était un investissement. Un investissement pour eux, pour leurs gamins et leurs petits-enfants. C'est ça dont on parle. Donc 2100, 2050, on sait, les trajectoires sont connues, les scénarios sont écrits. Moi, je crois à la science et on voit que c'est quand même pas super glamour. Donc soit on accélère et on arrête de se planquer derrière des soi-disant principes de finances publiques qui interdisent d'eux, parce qu'on joue non pas la question de la dette, on joue la question de la survie de l'espèce humaine. Donc c'est ça dont on parle. Donc moi, je suis pour qu'on ouvre les choses un petit peu plus clairement sur ce débat. Et j'espère, en tout cas le président s'y est engagé, j'espère qu'on en parlera clairement en 2022, parce qu'il faut qu'on sache, on peut pas, et moi je vois, j'ai la chance d'avoir des budgets, mais on est rikiki par rapport aux besoins. Chaque fois, on discute avec vous, on essaie de voir ce qu'on pourrait faire en plus. On parlait tout à l'heure du chauffage urbain, on sait que c'est des investissements qui coûtent cher. On parle du traitement et de la valorisation de la chaleur des déchets avec les CSR, c'est des tickets à plusieurs dizaines de millions d'euros. On voit très bien, en même temps, on demande aux collectivités de baisser l'enfouissement, de baisser l'incinération classique, et les solutions technologiques existent, mais elles coûtent cher. Donc il y a vraiment ce sujet-là qu'il faut prendre au sérieux, et moi en tout cas je suis à disposition pour abonder avec les faibles moyens de l'ADEME sur cette problématique-là. On a un vrai sujet, on a un sujet de boîte à outils aussi, parce que comme le disait tout à l'heure Johanna Roland, si on veut aller plus vite, il va falloir qu'on se dote d'outils qui soient beaucoup plus puissants que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est aussi valable pour l'ADEME. Végétalisation, vous avez raison, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille avec d'autres, les îlots de chaleur en ville. Une crainte massive pour l'ADEME, la démultiplication de la climatisation électrique. Alors, c'est pas du tout contre l'électrique, c'est simplement que ce n'est pas le plus efficace. Une maison bien isolée, en été, c'est 4, 5, 6, 7 degrés de moins que la température extérieure. Très important, notamment au regard du vieillissement de la population et des gens qui restent de plus en plus cantonnés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas sortir s'il n'y a pas d'îlot de fraîcheur aménagé par ICAD ou autre. Donc ça, c'est des vrais débats par 40 pour nous. degrés, ça va être compliqué. Exactement. Merci Arnaud Leroy. Il faut accélérer, mais en même temps, moi, il faut que je m'arrête. Enfin, il faut que nous nous arrêtions. J'en suis désolé. Ça a été passionnant. Évidemment, on pourrait y passer plus que 2 jours, mais l'important de voir, c'est qu'on est sur le chemin d'une société de ville décarbonée. Merci à tous d'avoir participé. Je passe la parole à la prochaine table ronde. Merci beaucoup.